analyses que nous allons vous présenter sont des analyses que nous avons mises au point dans le contexte d'un séminaire, Histoire des sciences, Histoire du texte, que nous avons organisé au sein de l'équipe Reséis. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Reséis n'est plus qu'une équipe et pas une UMR, dans le contexte d'un laboratoire que maintenant nous avons baptisé Sphère. Donc, dans le contexte de Reséis, nous avions un séminaire Histoire des sciences, Histoire du texte, où nous avons, au long d'un certain nombre d'années, coopéré avec un linguiste de l'IRIT, Jacques Virbel. Le point de départ de cette collaboration portait sur des textes savants qui s'apparentaient aux textes de consignes sur lesquels Jacques Virbel avait travaillé en tant que linguiste. Et il restera quelque chose de ce travail sur les textes de consignes dans l'exposé que je vais faire, qui va porter sur un texte d'algorithme. Et je vais vous montrer comment nous avons développé des analyses de ce texte savant en tant que texte. Mais il se trouve qu'on avait besoin d'un certain nombre d'outils de travail pour aborder ces textes et que, au fil du séminaire, certains de ces outils ont suscité de nouvelles questions, ont inspiré l'analyse d'autres textes, et donc vous aurez à la fois le point de départ et puis d'autres types de travaux qui ont été inspirés par cet échange avec Jacques Virbel. Donc, Christine Proust parlera cet après-midi de textes qui sont des textes mathématiques de Mésopotamie. Je vais moi-même parler de textes mathématiques de Chine, mais il est bien entendu que nous ne sommes pas ici pour faire des mathématiques, d'accord? Et donc, on va gommer, et on peut gommer, tous les aspects mathématiques. Vous êtes linguiste, puisque souvent l'histoire de la linguistique est institutionnalisée, on le rappelait tout à l'heure, dans le contexte de la linguistique. Et donc, on attend énormément de vos réactions. Donc, mon objectif dans ce texte, dans cet exposé, c'est de me concentrer sur la question des textes avec lesquels des praticiens qui ont opéré dans des temps anciens, pour ce qui me concerne, ça va être essentiellement le IIe siècle avant notre ère, ont écrit des algorithmes. Alors, comme la majeure partie des historiens, j'ai moi-même régulièrement décrit un texte d'algorithme. Je dis en passant que dans les textes mathématiques de la Chine ancienne dont je parle, on a grosso modo deux types de composantes. On a d'une part des problèmes du type les baignoires qui se remplissent et les trains qui se croisent. On pourrait faire un exposé d'analyse de ces éléments de texte, ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Et en relation avec ces problèmes, on a des algorithmes. Et comme la majeure partie des historiens, jusqu'à récemment, je décrivais le texte d'un algorithme en disant que c'était une suite d'opérations qui menaient des données d'un problème aux valeurs que ce problème demandait de déterminer. Vous pouvez penser à une addition telle que vous avez appris à les calculer à l'école primaire. On fait tout un ensemble d'opérations et on imagine un texte qui vous dit vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et paf, vous obtenez la somme. En fait, aujourd'hui, je voudrais montrer que cette représentation du texte d'un algorithme est infiniment plus pauvre que la réalité que nous confrontons quand nous regardons des sources anciennes, car les textes qui ont été élaborés pour écrire des algorithmes sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressants que cette première description naïve qu'on serait tenté d'en donner. À mes yeux, c'est un aspect d'un phénomène beaucoup plus général, qui est que les éléments textuels qui composent
des écrits savants, des écrits mathématiques comme des écrits dans d'autres domaines de savoir, ces éléments textuels manifestent, quand on les regarde de près, des traits techniques. Et ces traits techniques que je voudrais mettre en évidence aujourd'hui renvoient au fait que ces éléments textuels ont été façonnés par des cultures professionnelles, par des cultures savantes, pour devenir des outils avec lesquels utiliser les algorithmes, travailler sur les algorithmes, développer les algorithmes. Je vais élaborer cette hypothèse pour ce qui est des algorithmes, mais je pense qu'en fait, cette hypothèse doit être considérée de façon beaucoup plus large. Selon moi, les praticiens qui ont travaillé dans le contexte de ces cultures professionnelles, de ces cultures savantes, qu'il m'intéresse de mettre en évidence, j'y reviendrai demain, ont reçu un apprentissage leur permettant de manipuler ces textes, de les utiliser, de travailler avec ces textes de façon adéquate et parfois, dans le courant de ces activités, ils ont été amenés à modifier certains traits techniques de ces textes et à développer ces textes en tant que textes. Et donc, pour moi, étudier ces éléments textuels en tant que texte, d'un point de vue textuel, dans leur dimension technique, c'est un moyen de mettre en évidence les cultures professionnelles, les cultures savantes auxquelles ces types de textes, ces éléments de texte adhèrent. Mais c'est également, je pense, une tâche absolument essentielle pour interpréter nos sources de façon rationnelle. Et donc, toutes ces thèses, je voudrais essayer au moins, en tout cas, de vous montrer le début d'une argumentation pour ce qui est du texte des algorithmes. Et je le ferai en me concentrant sur un exemple dont je voudrais illustrer le caractère problématique en tant que texte. Et je voudrais également montrer les problèmes que pose l'interprétation de ce texte et le jeu entre la description des aspects techniques de ces textes et la question de leur interprétation. Alors, le texte en question, vous l'avez là. La première erreur, c'est qu'il se trouve sur les lattes de bambou, non pas 73 et 74, mais malheureusement 74 et 75. Je m'excuse de cette première inexactitude. Pourquoi latte de bambou? Il se trouve que ce texte est sorti d'une tombe avec environ 200 lattes de bambou qui constituaient, avant le moment où cette tombe a été scellée, aux alentours de 186 avant notre ère, ces lattes de bambou constituaient un écrit mathématique. Les lattes étaient reliées entre elles par des petites cordes, lesquelles ont pourri sous terre. Et donc, quand, en 1984, les archéologues ont sorti ces lattes de bambou, c'est à peu près comme si vous aviez eu un livre que vous trouviez sous la forme des lignes qui constituent ce livre. Et donc, le travail de l'édition critique a consisté à réassembler les lignes dans le bon ordre pour reconstituer l'ouvrage. Nous passerons sur ce détail ici. Si on regarde le texte donc de ces lattes de bambou 74-75, vous voyez qu'il y a d'abord un titre. Titre que je n'ai traduit que très approximativement, puisque je n'ai pas traduit le terme central, le verbe, qui constitue la clé du titre. Je l'ai transcrit en disant « lu et ». Lu, c'est un terme technique, une opération. Nous n'avons pas besoin ici de nous intéresser au sens que peut avoir ce terme ici, donc je saute. Luer sur la base du dan. Dan est une unité
De façon assez intéressante, et certainement pas par hasard, le DAM est le nom de l'unité supérieure de l'échelle des poids, de l'échelle des unités de mesure de poids, aussi bien que de l'échelle des unités de mesure de capacité. Vous voyez que nous avons un titre qui est suivi par la procédure pour l'UE sur la base du DAM, et vous voyez que cette procédure est donnée sans problème qui lui soit attaché. On a donc une procédure, c'est le terme par lequel je rends un terme technique chinois qui désigne cette composante des textes mathématiques que sont les algorithmes. Procédure pour l'UE sur la base du DAN, et vous voyez donc que ce n'est pas toutes les procédures qui viennent après des problèmes ou en relation avec des problèmes, celle-ci est donnée toute seule. Et donc, ma question va être, suite à ce titre, suite à l'annonce de la procédure, nous avons une liste d'opérations et je vais vous montrer que vous, qui avez appris les mathématiques dans une culture savante différente, vous n'auriez pas été capable d'utiliser cette procédure. Et nous allons voir pourquoi, et ce sera mon introduction à l'idée qu'il y a des aspects techniques dans l'écriture de ce texte. Alors, le plus souvent, quand des historiens des mathématiques rencontrent un texte de ce type, et en fait, je peux m'inclure dans ce groupe jusqu'à il y a un temps récent et notre échange avec Jacques Virmel, qu'est-ce qu'on fait? On traduit le texte, aussi bien qu'on peut. On voit bien quel est le but de l'algorithme. On voit bien pourquoi la procédure est donnée. On voit bien qu'il y a des éléments mathématiques qu'on perçoit dans l'algorithme. On sait bien ce qu'il faut faire pour réaliser cette tâche. Et donc, on met ensemble les éléments qu'on capte dans le texte, notre connaissance du chemin qu'il faut suivre pour réaliser cette tâche. On met ça dans un appareil pour faire des cocktails, on secoue un peu et on dit voilà comment on résolvait le problème, voilà comment on réalisait la tâche. Alors, ce faisant, on donne certainement une idée de comment les praticiens suivaient le texte de l'algorithme, mais ma thèse, c'est que ce faisant, on réorganise, sans même nous en rendre compte, la formulation de l'algorithme et on perd totalement le sens de la manière dont le texte fait sens en tant que texte. On a saisi les éléments qu'il fallait saisir pour comprendre par où le praticien passait pour réaliser cette tâche, pour exécuter cette tâche, mais on perd une question qui va être centrale dans mon exposé d'aujourd'hui, c'est comment le praticien utilisait-il ce texte, comment suivait-il ce texte, et cette question elle est absolument essentielle si on veut mettre en évidence les dimensions techniques de ce texte. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous plonger directement dans ce texte en vous montrant de façon, j'espère, convaincante, pourquoi ce texte pose problème et requérait une manipulation tout à fait spécifique. Bien entendu, j'ai d'autres textes qui devaient être manipulés de la même manière, et donc j'ai un ensemble d'algorithmes qui requièrent le même type de traitement et qui montrent que les praticiens recevaient un entraînement pour manipuler ce texte de la sorte. Alors, allons-y, prenons ce texte et regardons les problèmes que poserait l'usage que nous pourrions être tentés d'en faire, qui serait un usage, je prends une opération, je l'exécute, je prends l'opération suivante, je l'exécute, etc. Posons-nous la question de comment, en ayant ce texte, un praticien transformait ce texte en
une suite d'actions qui sont celles-là même des actions qu'il faut exécuter pour réaliser la tâche en question. Et première opération, nous dit le texte, on prend ce qui est échangé comme diviseur. Bien. On a donc dans la tâche à exécuter une quantité échangée. En fait, cette quantité va être échangée contre une somme d'argent. On a une vulgaire règle de 3. On a quelque chose qui est échangé pour une somme d'argent. Et le problème à résoudre, c'est de savoir combien d'argent va correspondre à une unité de 1 dan. Donc voilà de quoi on parle, c'est une simple règle de 3. Donc restons avec le texte. Une quantité est échangée, on prend cette quantité échangée et on en fait le diviseur. Jusque-là, tout paraît extrêmement simple. On a une quantité, on la prend comme diviseur. Étape 2, on multiplie par les SAPEC obtenus, c'est-à-dire l'argent qu'on a obtenu en échange de cette quantité qu'on vient de prendre comme diviseur. On multiplie par les SAPEC obtenus, c'est l'unité de monnaie, SAPEC, bon, la quantité de 1 dan. Première question, pourquoi multiplier par 1? C'est assez clair que multiplier par 1 ne change rien. Donc pourquoi est-ce que l'on a ici multiplié par 1? L'hypothèse qui se présente, la première, c'est qu'il est assez courant dans les textes d'algorithmes anciens qu'on ait des multiplications par 1 pour la raison suivante. On a un problème qui est un paradigme et on va présenter l'algorithme en relation avec ce paradigme. Il se trouve que dans le contexte de ce paradigme, une quantité qui peut avoir n'importe quelle valeur vaut 1. Et pour que l'algorithme soit général, si on doit multiplier par la quantité, on va multiplier par ce 1 parce que dans d'autres problèmes, ce 1 vaudra une autre valeur. C'est quelque chose d'assez courant dans les textes anciens, mais il se trouve qu'ici, cette explication ne marche pas parce que dans ce problème-là, c'est vraiment 1, ce 1, puisque je vais chercher la quantité d'argent qui correspond à une unité. Donc, première petite question, et je vais vous demander vraiment de bien vous rappeler cette étape 2. On a multiplié la quantité d'argent obtenue en échange d'une quantité de quelque chose par 1 pour faire le dividende. Vous allez voir, et là, vous voyez, vraiment, je traduis pour ceux qui peuvent lire le chinois, il n'y a absolument aucun doute, hein, on multiplie par les SAPEC obtenus la quantité de 1 dan, ce qui est pris comme dividende. Rappelez-vous bien cette étape, parce que c'est de là que va naître quelque chose de tout à fait étonnant. En effet, si le texte était conforme à nos attentes, il nous demanderait ici de faire une multiplication. D'accord? En fait, nous allons découvrir par la suite que non seulement on a une multiplication par 1 qui est prescrite ici, mais qu'en plus, cette multiplication n'est pas exécutée. Donc ça, c'est un premier point où le texte est tout à fait appelle un usage tout à fait spécifique, c'est-à-dire que la deuxième opération que nous rencontrons de faire une multiplication, cette multiplication, je vais vous démontrer dans la suite du texte qu'elle n'est pas exécutée. D'accord? Donc on a déjà un trait qui révèle un aspect technique de ce texte qui nous montre que ce texte n'est certainement pas à utiliser comme nous serions tentés de l'utiliser si nous appliquions à l'usage de ce texte les représentations que nous avons, l'habitude que nous avons pour penser une recette de cuisine. Bien. Ce sera le premier détail clé qui
va être à l'horizon de mon interrogation. Autre détail, on vient de définir un diviseur, on vient de déterminer un dividende, on s'attendrait à ce que quelque part, on demande aux praticiens de faire une division. Si vous regardez rapidement le texte, vous verrez que la division n'est pas formulée et qu'il n'est pas clair de savoir quand et si elle doit être exécutée. Et vous allez bientôt comprendre que cette question de quand et si la division est effectuée est aussi une question clé. Alors, j'ai posé un problème de façon un petit peu lourde pour que vous voyez le développement de ce problème. Je ne vais pas faire la même chose avec tous les problèmes que soulève ce texte, et dans ce qui suit, je vais évoquer d'autres problèmes de lecture, mais en vous donnant directement la solution de la manière dont je pense que le praticien faisait sens du texte. D'accord ? Je ne vais pas accumuler les problèmes pour ensuite accumuler les solutions. Je ne garde qu'un problème, celui que je viens de poser. Dans la suite, je vais mentionner d'autres problèmes et je vous donnerai tout de suite ma résolution de la manière dont le praticien faisait sens du texte. Troisième étape, ceux pour lesquels, dans l'heure, entre parenthèses, j'ai proposé de restituer rangé, je vais vous dire pourquoi dans un moment. Donc ceux pour lesquels, dans l'heure inférieure, il y a un demi, on double ceci, il y a un tiers, on triple ceci. Comment le praticien sait-il qui est ceux pour lesquels le texte indique de faire une opération sur ceux pour lesquels on a déjà un certain nombre de quantités qui se promènent en amont du texte? Comment le praticien détermine-t-il ceux pour lesquels? Je pense ici, donc je résous directement ce problème, je pense qu'en fait ici, les termes de diviseur et de dividende ne désignent pas seulement les fonctions d'une division, mais qu'ils désignent également des positions sur une surface à calculer sur laquelle on travaillait en même temps qu'on avait le texte de l'algorithme. Je vous demanderai de vous rappeler cette manière de disposer des calculs, donc dividende dans la position du milieu et diviseur divisé en un certain nombre de lignes. Et alors, mon interprétation, c'est que ceux pour lesquels, dans leur rangée inférieure, renvoient tout à la fois à la position qui est en dessous et aux lignes les plus basses de cette position qui est en dessous. Pourquoi ce détail est-il intéressant? Parce qu'il met en évidence un autre aspect technique du texte, qui est que l'interprétation requiert la référence à un instrument avec lequel on calcule. Les lignes vont être un élément clé qui vont permettre de faire sens du texte pour le praticien qui va l'utiliser. C'est donc ceux pour lesquels, dans leur rangée inférieure, etc., va désigner pour le praticien le diviseur du dessous. Et qu'est-ce que nous dit le texte de faire? Ceux pour lesquels il y a un demi, on double ceci, on double le diviseur. Il y a un tiers, on triple ceci. En fait, avec cette énumération de deux cas, si on a un demi, si on a un tiers, le texte pose la situation générale de l'existence de fractions. Et l'opération signifiée est la multiplication
par le dénominateur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est par une énumération de deux cas particuliers que l'opération générale de multiplier par un dénominateur est énoncée. Donc, on avait une première opération plus haut qui était énoncée par l'usage du terme multiplier. C'était dans l'étape 2. D'accord? On a maintenant, dans cette étape 3, une multiplication qui est énoncée par l'énumération de deux cas particuliers. Donc, acte de langage extrêmement particulier que le praticien doit interpréter comme tel pour pouvoir utiliser le texte. On a une condition, ceux pour lesquels, les diviseurs pour lesquels, dans leur rang inférieur, il y a un demi, il y a un tiers, il y a un dénominateur, on fait ça. Si au diviseur, on n'a pas de fraction, on saute cette étape et on arrive à l'étape 4, qui contient également une condition, ceux pour lesquels, les diviseurs pour lesquels. Et là, on va retrouver exactement le même phénomène, qui est qu'on va avoir deux énumérations, une à 2 termes et une autre à 3 termes, pour énoncer la situation générale du fait d'avoir plus que 2 unités. Ça ne vous paraît pas évident parce qu'il vous manque un élément d'information pour le comprendre. Les do et les shang font partie de l'échelle des mesures de capacité. Les jin, les yang et les ju font partie de l'échelle des unités de poids. Autrement dit, le lecteur qui connaît ces unités voit 2 unités de capacité, 3 unités de poids. Il en déduit par ces 2 énumérations concaténées la situation générale de si il y a plus que 2 unités. Et là, on a la prescription d'une opération extrêmement intéressante. On morcelle également toutes leurs rangées supérieures. Regardons cette prescription de la fin vers le début. Comment l'action a effectué sur ces lignes supérieures, comment l'action est-elle désignée? Premièrement, on morcelle. Or, ce morcelle ne fait pas partie du vocabulaire arithmétique. C'est d'ailleurs la seule occurrence de ce terme dans ce texte. Par ailleurs, on morcelle également. Si nous avions un texte qui était un texte de pure prescription, il serait inutile d'avoir des remarques comme également. On reviendra, je l'espère, à la fin de mon analyse à cet également. Toujours est-il que, puisque nous avons, en tant qu'interprète, cet également, nous savons que ce morcelé doit forcément désigner une multiplication, puisque ça n'est que des multiplications que nous avons en amont. Il y a donc une troisième manière de renvoyer à l'opération de multiplier, une manière extrêmement intéressante. Celle-ci est une manière de nous dire qu'on va morceler les unités supérieures. Vous n'avez qu'à penser en termes de kilos et de... les grammes, ce serait dans la ligne du milieu, et donc vous n'avez qu'à prendre deux unités de poids au-dessus du gramme ce que vous voulez, dans les lignes du dessus. On va morceler ces unités supérieures pour les rendre de même taille que l'unité qui est dans la ligne du milieu. Puis,
étape 5, on va ajouter tout ce qui se trouve maintenant dans le diviseur. Je vais y revenir un instant. Donc, question à propos de cette étape. Pourquoi la multiplication n'est-elle pas désignée par le terme de multiplier? Et pourquoi, dans le texte, avons-nous cette aussi? On y reviendra. On a donc beaucoup de lignes qui ont été transformées, je ne vais pas faire les calculs, ça n'a aucun intérêt, dans la ligne du dessous, qui était celle du diviseur. On va, après transformation, les ajouter toutes pour nous dire le texte, faire le diviseur. Mais le diviseur, on l'avait déjà déterminé. Donc pourquoi avoir nommé une quantité diviseur dans l'étape 1 si c'est pour nous dire maintenant que le diviseur, c'est autre chose? Autre élément technique, les termes renvoient non pas seulement à des fonctions dans une opération, mais aux positions, et la suite des valeurs qui vont se trouver dans cette position vont être successivement désignées du terme qui renvoie à cette position. On a donc quelque chose qui est assez connu dans la description des algorithmes, l'assignation de variables. On va avoir le même nom qui va être donné à l'ensemble des valeurs qui vont se suivre dans cette position. Mais le plus grand mystère, entre guillemets, arrive, c'est celui qui nous est donné par l'étape 6, que je lis. Ce que les SAPEC multipliaient. Vous vous rappelez que ce que les SAPEC multipliaient, c'était ce fameux 1, est également morcelé comme ceci. Et donc c'est ici, à cet endroit du texte, que nous découvrons que ce fameux 1 par lequel on devait multiplier les SAPEC à l'étape numéro 2, on n'a certainement pas exécuté cette opération, puisque ce 1 est maintenant transformé rétrospectivement. Et donc c'est là que nous découvrons que l'étape 2, qui paraissait, si on utilisait le texte conformément à nos modalités d'usage d'un texte d'algorithme, cette étape 2, qui paraissait prescrire une opération, en fait, renvoie à une opération qui ne peut pas être exécutée à l'étape 2, puisque un des termes de cette opération va être modifié à l'étape 6. Donc, ceci montre, je crois, de façon claire, qu'on a un texte dont l'usage requiert un savoir pour pouvoir être réellement transformé en action. Par ailleurs, autre question que soulève cette étape 6, je vous l'ai montré, cette étape 6 ne peut avoir lieu qu'avant l'étape 2. Qu'est-ce que prescrit cette étape 6? Ce que les SAPEC multipliaient, donc ce 1, est également, à nouveau un également, morcelé comme ceci. Donc, première question, quelle est la nature de la prescription que nous avions à l'étape 2? Pourquoi, deuxième question, avons-nous cet également, mais surtout, à quoi renvoie-t-il? Est-ce que le morcellement comme ceci renvoie à un morcellement comparable à celui qu'on avait effectué dans l'étape 4 ou à autre chose? Comment le praticien sait-il l'action à exécuter quand il lit un texte qui est formulé de la sorte? Par ailleurs, rétrospectivement à cette étape-là,
on transforme le 1 par lequel on disait de multiplier à l'étape 2. Pourquoi, à l'étape 2, dit-on de multiplier par 1 si ce 1 doit être transformé? Et donc là, on a vraiment un problème pour comprendre ce que le praticien fait pour manipuler ce texte et le transformer en les actions qu'il faut exécuter pour régler pour exécuter la tâche en question. Donc, j'ai expliqué, chemin faisant, un certain nombre de résolutions de problèmes, comment est-ce qu'on déterminait ce à quoi les supérieurs, les inférieurs renvoyaient, pourquoi le terme de diviseur renvoyé au long du calcul a des valeurs différentes. J'ai expliqué, même si on pourra y revenir, pourquoi on ne prescrivait pas une multiplication toujours par le terme de multiplier, mais qu'on voit qu'on a eu au moins 3 manières différentes de prescrire des multiplications. Ça, on pourrait y revenir. Je ne crois pas que j'aurai le temps, malheureusement, d'y revenir. La question qui reste ouverte maintenant, c'est pourquoi, étape 2, on nous dit de multiplier par 1, si ce 1, à l'étape 6, doit être transformé, et par ailleurs, comment ce 1 doit-il être transformé quand on a une prescription qui est loin d'être évidente, morcelée également, la manière d'appliquer cette opération qui n'est pas une opération arithmétique et qui demande de refaire quelque chose, mais on ne sait pas quoi exactement par rapport à ce qui précède, le praticien doit savoir quoi faire, et je pense que c'est assez clair que ça ne va pas de soi. La question n'est absolument pas ici de savoir quelles sont les mathématiques derrière cet algorithme. Parce que les mathématiques derrière cet algorithme, ça n'a aucun intérêt. La vraie question, c'est comment la procédure signifie-t-elle? Comment le texte témoigne-t-il d'une attente, d'une certaine compétence de la part du lecteur pour transformer ce texte en action? Et bien entendu, c'est ça la question qui est essentielle pour moi ici. C'est là que, pour résoudre la question que j'ai mise au centre, il y en avait d'autres, mais j'en ai mis une au centre, cette multiplication par 1, c'est là que nous devons approcher les textes en tant que texte comme élément d'une culture professionnelle. Alors, pour résoudre le problème que j'ai posé, on aurait 2 types de méthodes. Parce que si c'est pour sortir les méthodes de mon chapeau et sans méthode historique, on peut inventer ce qu'on veut à propos de ce texte et on n'est sur aucun terrain solide. Pour résoudre les problèmes que je viens d'exposer, étant donné l'état des sources mathématiques de la Chine ancienne, on a 2 types de solutions. Parfois, des textes comme celui-ci se trouvent dans des ouvrages qui ont été l'objet de commentaires. Et donc, nous avons un lecteur ancien, qui est un commentateur, qui témoigne de la manière dont il fait sens du texte. Et donc, nous pouvons suivre ce commentateur pour comprendre comment le texte a été lu et comment il a été transformé en action. Cet ouvrage qui a été trouvé dans une tombe, nous ne connaissons aucun commentaire de cet ouvrage, on l'a découvert cet ouvrage quand il est sorti de tombe, et donc cette méthode n'est pas disponible. Nous en avons une autre, qui est celle de regarder comment est traité un problème dans lequel la tâche à exécuter est celle de luer sur la base du DAN, c'est-à-dire précisément un problème où la méthode de résolution sera une application de cette procédure que je viens de lire avec vous. Et là, nous avons la chance d'avoir un problème qui est celui que j'ai mis en bas de la page et de l'autre côté.
nous avons la chance d'avoir un problème où nous allons avoir une procédure qui va suivre le problème et qui va être, elle, formulée d'une manière complètement différente par rapport à la procédure que je viens de lire. Alors déjà, ça va nous montrer une chose, c'est que on peut distinguer des types de textes différents dans l'écriture des procédures. Il n'y a pas une uniformité, mais il y a des types. On n'a pas une procédure par type de procédure, sinon ce serait un peu louche, mais on a des ensembles, des familles de textes, et essentiellement on a deux familles de textes, avec la procédure qui suit le problème que je viens d'introduire. Nous allons voir une procédure beaucoup plus conforme à nos attentes sur une procédure, un texte de procédure qui suit la résolution, qui permet la résolution de ce problème. Et ce texte de procédure va nous montrer comment, cette fois-ci, dans un cas particulier, celui où l'on a un dan, 4 do, 5 shang, un tiers de shang de sel, qui est négocié pour 150 sapèques et qu'on veut savoir pour combien de sapèques on négocie un dan, ce problème-là, nous allons voir comment, dans cet exemple concret, la procédure que nous venons de lire est transformée sous forme d'action. Je vous propose de tourner la page pour le regarder avec moi. Donc, on voit, je vous demanderai dans un premier temps de ne pas regarder les chiffres qui sont à gauche. On va regarder simplement la traduction du texte, peu importe le sens, d'accord? Je suis en train de confronter deux procédures qui racontent de façon complètement différente, avec deux textes complètement différents, comment on résout le même problème. Vous voyez déjà que on a une première ligne qui nous dit comment obtenir un diviseur. Les deux lignes suivantes nous disent comment obtenir le dividende. On a donc une structure générale du texte de la procédure qui est comparable au début de la structure du texte qui est au cœur de mon exposé. Si on regarde, pour commencer, ce qui se passe avec le dividende, donc les deux dernières lignes de ce texte, on triple, ça correspond au fait que la fraction c'est un tiers dans la quantité échangée. On triple, vous voyez cet également qui revient, et vous voyez la quantité de shang, l'unité de la ligne du milieu du diviseur, de un dan. Et donc, ce 1 dan, qui était l'objet de mon analyse, ce 1 dan, il est transformé directement dans cette étape avant d'être multiplié par les sapèques, et il est transformé, comme nous le disait l'étape 3 et l'étape 4 du texte précédent, avant d'être rentré dans l'étape 2. Autrement dit, si on suit la liste des opérations que requiert le calcul de ce dividende, on se rend compte que on passe d'abord à l'étape 3, à l'étape 4, puis à l'étape 2. Autrement dit, on se rend compte que le texte n'est pas lu du tout de façon séquentielle, mais que le texte est lu en commençant au milieu du texte. Et en commençant où? En commençant là où il y a les conditions. Peu importe le détail, ce qui m'importe ici, c'est de voir que l'utilisation de ce texte requiert de commencer à un endroit très précis du texte, qui n'est pas le début, et donc que l'utilisation de ce texte requiert une circulation dans le texte qui n'est pas du tout la circulation à laquelle nous sommes habitués quand nous pensons au texte d'une procédure. Alors, n'importe qui a programmé
avec n'importe quel langage un algorithme, c'est que le texte d'un algorithme, de façon générale, requiert une circulation dans le texte pour être transformé en suite d'opérations. Mais le point clé, c'est que si une circulation est requise dans le texte pour transformer le texte en action, la nature de cette circulation dépend de la culture savante que nous regardons. C'est-à-dire que nous avons des types de circulation qui sont des types d'usage des textes et qui sont enseignés aux praticiens en même temps qu'on leur apprend à écrire des textes d'algorithmes, mais ces types de circulation sont spécifiques à ces cultures. Et d'ailleurs, dans la culture de l'écriture d'algorithmes aujourd'hui, on peut trouver différentes cultures justement avec des modes de circulation différentes en fonction des langages qu'on emploie et en fonction des types d'algorithmes qu'on veut utiliser. Donc en fait, on a l'idée que le texte requiert une circulation, ce qui implique un aspect technique qui doit être enseigné pour que l'algorithme puisse être employé de façon adéquate, et on a l'idée que ce mode de circulation varie selon les cultures, culture entendue au sens de culture savante ou culture professionnelle, et cette circulation doit être restituée pour qu'on comprenne l'utilisation que faisait un auteur d'un texte, un praticien également. Bon. Alors, quelle est la différence entre le premier texte sur lequel je me suis appesantie et le second? Le second ne vise que la résolution d'une classe de problèmes homogène. Et donc, la procédure peut être rédigée sous forme d'une liste d'opérations conforme à ce à quoi nous nous attendons. En revanche, le premier texte, lui, correspond à un algorithme général. Un algorithme qui recouvre le traitement de différents cas, et ce que le praticien sait, c'est en fonction du cas qu'il rencontre, la circulation qu'il doit réaliser dans le texte pour déduire du texte des suites d'opérations différentes en fonction du cas. Autrement dit, le propre du premier type de texte, c'est d'être un texte général, un texte qui, en fonction de ce à quoi on l'applique, va permettre de déduire des suites d'opérations différentes. Alors, ce texte par lequel j'ai commencé, sur lequel j'ai centré mon exposé, entre le IIe siècle avant notre ère et le 7e siècle de notre ère, nous en avons tout un ensemble. Donc ce n'est pas un cas bizarroïde de quelque chose que j'aurais trouvé derrière les fagots pour vous montrer que des textes peuvent être bizarres. Il y a tout un ensemble de textes qui ont cette structure et qui nécessitent un emploi du même type pour transformer le texte en la suite d'actions adéquates pour régler le cas en question. Dernier point que je ne ferai qu'évoquer très rapidement puisque l'heure tourne. Je vais revenir en 1 minute à ce morcelet qui prescrit à 2 endroits la multiplication. Ce morcelet a ceci d'intéressant qu'il prescrit la multiplication par la raison qu'on a de multiplier. Si, ayant 1 kilogramme, je veux le transformer en grammes, je dois le multiplier par 1000. Pourquoi? Parce que je veux transformer l'unité du kilogramme, morceler le kilogramme en grammes.
Cette opération de multiplier par 1000, elle est prescrite par les raisons qu'on a de multiplier. Il se trouve qu'on a un certain nombre de textes, d'algorithmes dans les textes mathématiques chinois où l'opération va être prescrite par les raisons d'effectuer l'opération. Et ce sera une des modalités par lesquelles la prescription de l'opération indique la raison et donc est un élément de la démonstration de ce que l'algorithme est correct. Cet aspect a une histoire dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais c'est tout un chapitre que d'étudier comment on prescrit une opération. C'est un aspect du texte d'un algorithme qui est extrêmement complexe. Il ne faut absolument pas imaginer que, comme les algorithmes qu'on donne à des machines, la multiplication ne sera prescrite que par le terme de multiplier. Je crois qu'avec le tout petit texte que je vous ai montré, on a vu beaucoup de manières de prescrire des multiplications. De façon générale, on a beaucoup de manières différentes de prescrire des opérations qui nécessitent une étude historique que nous avons entreprise. Je vous remercie pour votre patience.